Bonjour David, et merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui 5 octobre, tu n'es pas avec nous et avec les journalistes qui étaient venus pour te voir et t'écouter à propos du livre Soif de lumière, qui est la traduction du best-seller de Norman Rosenthal, Winter Blues. Pour ce livre, nous avons réellement fait une très bonne équipe, toi, Norman, et Elise, qui m'a aidé à traduire la majeure partie de cet ouvrage. Maintenant, nous allons passer au but de cette interview et parler de luminothérapie et de chronobiologie. Donc tu vas parler. C'est votre livre Guérir qui a fait connaître en France la luminothérapie. Et nous aimerions savoir comment vous-même vous êtes arrivé à la chronobiologie, puis à la luminothérapie. J'ai toujours été passionné par les méthodes naturelles de traitement qui permettent de redonner au corps sa capacité de guérison. La luminothérapie, c'est une de ces méthodes. Ça fait longtemps que j'avais lu le livre de Norman Rosenthal en anglais, je l'avais rencontré, on s'était parlé à des conférences aux États-Unis, et c'est une méthode que j'utilisais avec mes patients très fréquemment aux États-Unis, et souvent avec beaucoup de succès. Donc j'ai découvert, comme la plupart des autres médecins, en allant à des conférences, en lisant les articles scientifiques sur le sujet, en le pratiquant avec mes patients et en constatant que ça marchait. Une forme de la luminothérapie, c'est la simulation de l'autre. Peux-tu nous parler de cette découverte à l'origine avec le professeur Zircon aux États-Unis? J'étais étudiant en médecine, faisant un stage de psychiatrie à l'université de Stanford, et je suis passé par le laboratoire de recherche sur le sommeil et les rêves qui était dirigé à l'époque par Vincent Zarcon. J'avais une obsession à l'époque, passant à travers ce stage, qui était de trouver un appareil qui permettrait de ne pas se réveiller le matin pendant un rêve. J'avais remarqué comme tout le monde que si mon réveil sonnait pendant un rêve, j'étais de très mauvaise humeur pendant la journée. Et donc, on connaissait beaucoup de choses sur la physiologie du sommeil, et avec Zarcon, je suis allé le voir un jour pour lui demander comment est-ce qu'on pourrait faire pour détecter par exemple les mouvements oculaires rapides qui ont lieu derrière les paupières closes pendant les rêves, pour éviter que le réveil sonne à ce moment-là. Simplement lui demander de se retarder, d'attendre 5, 10, 15 minutes si nécessaire, pour ne pas se réveiller pendant un rêve. Et j'étais très surpris parce que j'ai vu dans son regard Zarcon qui s'était lui-même posé la question depuis très longtemps, et il m'a regardé avec un sourire et il m'a dit ce serait vraiment bien, n'est-ce pas, d'avoir un appareil comme ça. Mais pour l'instant, la technologie disponible ne nous permet pas de le fabriquer. Et ça, c'était en 83, donc c'était il y a 23 ans. C'est pour ça que je suis passionné par cette histoire de simulation d'eau, parce qu'aujourd'hui, la technologie existe pour remplacer son réveil par un appareil beaucoup plus doux qui, en stimulant les détecteurs de la lumière derrière les paupières closes, permet au cerveau de s'adapter progressivement au passage du sommeil vers le réveil. Et de ne jamais nous réveiller pendant un rêve. Je trouve ça un plus extraordinaire dans ma vie et dans celle des patients à qui je donne commande. Alors en pratique, pouvez-vous nous indiquer comment se déroule une séance de luminothérapie et quelles sont ses conséquences au plan physiologique? Alors la luminothérapie, ça consiste à demander à un patient de s'exposer pendant 20 à 30 minutes tous les matins, assez tôt après le réveil, donc fréquemment c'est pendant le petit déjeuner, à une lumière qui a un spectre qui ressemble au spectre de la lumière naturelle, qui remplace la lumière naturelle qui nous manque pendant les mois d'hiver, surtout tôt le matin. La façon dont ça se passe physiologiquement, c'est que cette lumière qu'on n'a pas besoin de regarder en face, il suffit qu'elle soit présente sur la table du petit déjeuner à 30 cm, voire même jusqu'à 1 mètre. Cette lumière passe par la rétine, stimule l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est l'usine de sécrétion de toutes les hormones du corps, et puis va contrôler le système de sécrétion du cortisol, l'hormone de l'éveil, l'hormone du stress, l'hormone du combat et de la fuite, mais qui est aussi l'hormone qui permet au corps d'être dans la phase d'éveil par rapport à la phase de sommeil, va contrôler les rythmes de la température du corps, contrôle le rythme du sommeil et des rêves, qui est indépendant du sommeil. C'est pour ça qu'on a un problème quand on change de fuseau horaire, ce qui va m'arriver là dès demain. On a un problème parce que le cycle du sommeil et des rêves continue d'être le même que dans le pays d'où on vient, même quand on est décalé de 6 heures, de 8 heures, de 10 heures. Et donc on a envie de rêver au milieu de la journée, ce
qui n'est pas du tout pratique quand on est dans un rendez-vous avec des gens ou dans une conférence médicale. Donc la lumière, par contre, permet de régler ce cycle. Donc tous ces rythmes biologiques de 24 heures, le cortisol, la température, le sommeil et les rêves, vont être entraînés par l'exposition à la lumière qui, elle, s'amenuise avec les mois d'hiver. C'est comme ça que ça joue sur la physiologie. Et on le sait aujourd'hui, surtout sur l'humeur. C'est un traitement qui est particulièrement utilisé en psychiatrie. J'ai lu qu'aux États-Unis, la luminothérapie était un des thèmes de recherche les plus importants. On en serait déjà à plus de 1600 études médicales. Or, en France, la luminothérapie garde toujours une image de médecine douce ou alternative. À votre avis, y a-t-il un frein au niveau du corps médical? Je ne pense pas qu'il y ait un frein au niveau du corps médical pour l'utilisation de la luminothérapie. Il s'agit juste d'une question d'éducation, de connaissance. Les médecins, jusqu'à présent, sont surtout formés à prescrire des médicaments. Ils ne prescrivent pas d'exercice physique, ils ne prescrivent pas de nutrition et ils ne prescrivent pas de luminothérapie. Mais c'est surtout un manque de connaissance de la littérature scientifique. Et tous les médecins sont les mêmes. Vous savez, on a tous la même envie. Quand on nous parle d'un traitement qui est prouvé être efficace, qui a peu d'effets secondaires et qui ne complique pas beaucoup la vie du patient, ça nous intéresse. Tous les médecins s'intéressent à ça. Donc je pense qu'au fur et à mesure que l'information se répandra, les médecins s'y mettront. Ils ont envie que leur patient aille mieux avec les méthodes les moins toxiques possibles. Que faut-il faire pour promouvoir la luminothérapie en France? Aux États-Unis, moi, quand je prescrivais la luminothérapie, c'était remboursé par le système d'assurance santé là-bas. Je pense qu'évidemment, en France, on va arriver à la même chose, puisque c'est un traitement efficace, qui a peu d'effets secondaires. Pour les applications dans lesquelles il est reconnu, ça ne marche pas pour tout, ça ne marche pas forcément pour n'importe quelle dépression, mais pour les gens qui ont des symptômes de dépression qui sont pires entre le mois d'octobre et le mois de mars, il est évident que la luminothérapie est indispensable, à mon sens. Donc, que ça doit être remboursé par la sécurité sociale, ça coûte beaucoup moins cher que de rembourser les médicaments. Donc, ça n'a aucun sens de ne pas le faire, et on y arrivera. Donc, moi, je n'ai aucune hésitation à conseiller à mes confrères de lire ce livre, dont je suis très fier d'avoir écrit la préface, en partie pour remercier Norman de tout ce qu'il m'a appris, moi, en tant que médecin, et de ce que j'ai pu utiliser de son travail quand j'ai écrit Guérir. Donc, bien sûr, tous mes confrères, lisez Soif de lumière. Merci beaucoup, David, de ton accueil, et nous te souhaitons un très bon voyage aux États-Unis.